Donc, Madame Zanou a obtenu un diplôme de docteur en médecine au Bénin en 2006, puis un master et un doctorat en sciences biomédicales à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Elle est arrivée en Suisse en 2015 à l'Université de Lausanne, puis a successivement occupé les postes de première assistante, maître d'enseignement et de recherche suppléante. Depuis 2024, elle est responsable de recherche et chargée de cours à l'Université de Lausanne. Et ses activités de recherche concernent particulièrement la réponse musculaire à l'exercice et les mécanismes physiopathologiques de survenue des myopathies. Voilà, donc je lui cède tout de suite la parole. Merci. Merci. Allô. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous parler des étapes de la recherche fondamentale sur les maladies neuromusculaires vers la recherche clinique et de vous donner quelques exemples de réussite et d'échecs. C'est quoi d'abord la recherche en sciences de la vie? C'est l'étude des organismes vivants et des processus vitaux, et c'est une recherche qui englobe une variété de disciplines telles que la biologie moléculaire, la biochimie, la biophysique, la génétique, la microbiologie ou encore la biotechnologie. Cette recherche va permettre de comprendre les mécanismes fondamentaux de la vie et développer de nouvelles technologies médicales afin de trouver des solutions aux problèmes de santé et de l'environnement. Mais pour qu'elle soit efficace, la recherche en sciences de la vie doit adopter une méthodologie solide. Cette méthodologie demande à concevoir un protocole de recherche, à prendre en compte des considérations éthiques, à collecter et analyser les données de façon appropriée et enfin d'assurer la reproductibilité. Quant à la conception du protocole de recherche, il s'agit d'abord de formuler une question de recherche ou encore des hypothèses de recherche basées sur des observations solides, ensuite de déterminer un système modèle ou une population optimale de recherche, que ce soit des systèmes in vitro ou encore des modèles animaux ou encore des humains. Et enfin, il faut sélectionner le design expérimental, que ce soit observationnel, expérimental ou encore un essai clinique. La prise en compte des considérations éthiques est très importante. Il faut assurer le bien-être et le traitement éthique des animaux impliqués dans les recherches. Il faut obtenir un consentement éclairé des participants à une étude, assurer la confidentialité et le respect de la vie privée et enfin, réduire au tout minimum tout dommage ou risque potentiel lié à la recherche. L'étape de la collecte de données est critique parce que c'est là qu'on va avoir les informations solides qui vont permettre d'aller plus loin dans le développement thérapeutique. Et il s'agit d'avoir des informations ou des mesures pertinentes pour répondre à la question de recherche. En fonction du design de l'étude, il peut s'agir d'expériences en laboratoire, de suivi, d'interview, d'observation ou d'analyse de données déjà existantes. Mais dans tous les cas, cette collecte doit être standardisée, fiable et valide pour pouvoir assurer une précision et une fiabilité des découvertes. Ensuite, l'étape de l'analyse des données est une étape que nous banalisons parfois. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des scientifiques et des chercheurs, des cliniciens chercheurs ne sont pas experts en statistiques. Et donc, on recommande de s'entourer d'experts dans le domaine pour pouvoir utiliser une méthodologie appropriée au niveau statistique et pouvoir analyser convenablement les données collectées. Enfin, pas des moindres, la reproductibilité est une étape clé parce que si des chercheurs dans d'autres laboratoires ou dans d'autres groupes de recherche ne peuvent pas reproduire une étude en utilisant le même protocole, on ne pourra pas aller plus loin dans le développement thérapeutique. Et donc, pour assurer cela, on demande souvent de fournir une documentation détaillée sur les méthodes de recherche, les protocoles d'études, le matériel et les procédures d'analyse, par exemple, mais aussi de fournir un rapport transparent sur les résultats obtenus afin d'assurer leur reproduction dans d'autres laboratoires. Et donc, lorsque tout se passe bien,
Cette recherche bien menée peut conduire donc à un progrès scientifique, médical et environnemental. Mais parfois, on rencontre aussi des échecs. Que savons-nous à présent de la recherche sur les maladies neuromusculaires? Le système neuromusculaire est un système essentiel pour le contrôle des mouvements et des fonctions corporelles. Il est composé donc de tous les muscles avec les nerfs qui les innervent. Et donc, ces nerfs sont appelés des motoneurones, des neurones moteurs qui vont transmettre un message depuis le cerveau jusqu'aux muscles et permettre donc la contraction musculaire et la mobilité humaine. L'endroit où les terminaisons nerveuses vont rencontrer le muscle est appelé la jonction neuromusculaire. Et donc, la recherche sur ce système neuromusculaire va permettre de comprendre les maladies qui surviennent sur le système et de pouvoir donc développer des traitements. Les maladies neuromusculaires affectent donc les muscles et les nerfs qui les contrôlent et cela entraîne une perte progressive de la force musculaire avec une perte de mobilité, parfois des complications sévères, que ce soit cardiovasculaires ou respiratoires, pouvant conduire au décès malheureux du patient. Nous comptons dans le monde 14 millions de personnes souffrant de maladies neuromusculaires et en Suisse, 500 personnes environ ont donné leur consentement pour être enregistrées dans les registres. Alors, quels sont les sites d'atteinte de ces maladies? Nous avons une atteinte qui peut survenir sur les motoneurones. C'est le cas, par exemple, de la maladie de Charcot. Nous avons une atteinte qui peut avoir lieu au niveau de la jonction neuromusculaire, c'est le cas des myasthénies. Et enfin, l'atteinte peut concerner directement la fibre musculaire, et là, c'est le cas des myopathies, en l'occurrence la maladie de Duchenne. Les myopathies peuvent atteindre différents segments de notre corps, ça peut être global ou segmentaire. En fonction des types de myopathie, les atteintes sont spécifiques et permettent donc une reconnaissance plus ou moins facile en clinique. Mais dans tous les cas, il peut s'agir soit d'atteintes héritées, de maladies héritées, donc lorsque les parents transmettent un gène défectueux. C'est le cas, par exemple, de la maladie de Duchenne ou encore des myopathies RIR1, le récepteur à la ryanodine, ou encore ces maladies peuvent être acquises au cours de la vie. C'est le cas, par exemple, des myopathies inflammatoires. Je vais m'attarder un tout petit peu sur la myopathie de Duchenne, vu que c'est la myopathie la mieux caractérisée dans notre domaine. À quoi est-ce qu'elle est due? Elle est due à des mutations sur le gène de la dystrophine. C'est un gène qui est porté par le chromosome X. Et donc, c'est pour cela que les garçons sont malheureusement les plus atteints. Et ces mutations vont entraîner donc le défaut d'expression de cette protéine que vous voyez ici, en turquoise. Et cette protéine assure une connexion du cytosquelette d'actine à la matrice extracellulaire, permettant ainsi la stabilité de la membrane de la fibre musculaire. Et donc, lorsqu'elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? On a une désorganisation du cytosquelette, une dérégulation des canaux membranaires et la membrane cellulaire de la fibre musculaire devient fragile, ce qui laisse place à des cycles de dégénérescence-régénération jusqu'à l'épuisement du potentiel régénératif du muscle. C'est comme ça qu'on a une perte musculaire associée à l'installation de fibrose et une accumulation de gras dans les cellules musculaires. Et cette absence de dystrophine va entraîner plusieurs désordres au sein de la cellule que nous étudions au laboratoire, mais aussi différents organes qui peuvent être atteints, en l'occurrence le cœur ou le muscle diaphragmatique dont les altérations vont entraîner malheureusement le décès du patient. La diversité donc de l'origine des myopathies associée à la complexité de leur symptomatologie donne une difficulté diagnostique en clinique et de plus, nous avons très peu de traitements pour ces maladies et la plupart du temps, ces traitements sont symptomatiques. Cela appelle donc à continuer la recherche pour pouvoir mieux comprendre les mécanismes, développer des outils diagnostiques précoces et pouvoir assurer des avancées significatives à la base de développement d'approches thérapeutiques. C'est quoi donc les étapes vers le développement thérapeutique pour les maladies neuromusculaires? Dans un premier temps, on va se baser sur ce que nous on fait
dans notre laboratoire et comme dans d'autres laboratoires similaires, la recherche fondamentale. C'est le pilier donc de ce développement thérapeutique parce que cela va permettre donc de comprendre les mécanismes de ces maladies et aussi d'identifier les causes. Ensuite, nous avons la conception thérapeutique et des tests de sécurité qui seront faits dans des modèles précliniques et vont suivre des essais cliniques. La phase 1 est la phase où on va tester la sécurité du candidat à médicament et sa tolérance dans une population saine. Quelques-uns de ces personnes sont impliquées en général. Ensuite, nous avons la phase 2 où on va maintenant impliquer les patients. Quelques-uns des patients sont impliqués pour tester l'efficacité et les effets secondaires du candidat à médicament. Ensuite, nous avons la phase 3 où on va inclure un plus grand nombre de patients pour tester toujours l'efficacité du candidat médicament, sa supériorité par rapport à des médicaments déjà existants ou par rapport à des placebos. Et ensuite, si tout va bien, on aura l'approbation par des organismes de régulation et ensuite le développement, la production du médicament. Mais tout ne s'arrête pas là. Lorsque le médicament est sur le marché, on va encore continuer à suivre les patients pour collecter d'éventuels effets secondaires tardifs afin d'assurer un traitement efficace et surtout sûr pour ces patients. Et donc, ces différentes étapes montrent l'importance de la rigueur scientifique et la collaboration entre cliniciens, chercheurs et régulateurs afin de développer des traitements efficaces et sûrs pour nos patients. Pourquoi est-ce que la recherche fondamentale et préclinique constitue une étape clé dans ce processus de développement thérapeutique? En fait, cette recherche est le moment où on va identifier des cibles thérapeutiques. Je vous donne quelques exemples, comme l'identification des mutations sur le gène de la dystrophine qui a conduit au développement de la thérapie génique ciblant la correction de ces désordres génétiques. C'est aussi l'exemple de l'identification de la voie TGF-bêta qui a permis de développer des outils ciblés pour ralentir la perte musculaire. C'est aussi l'étape, cette recherche fondamentale et préclinique est aussi l'étape de la sélection des candidats traitements les plus prometteurs et la détermination des doses. Cette étape permet aussi l'évaluation de ces traitements dans des modèles qu'on appelle contrôlés, parce qu'on utilise alors des modèles animaux ou encore des cellules souches pour pouvoir bien contrôler l'efficacité des traitements proposés. Ce n'est pas tout. Cette étape va aussi bénéficier largement des innovations dans le domaine technologique. C'est par exemple l'imagerie avancée qu'on utilise actuellement au laboratoire, enfin dans la plupart des laboratoires des universités réputées. On a aussi l'utilisation d'outils génétiques de pointe comme les systèmes CRISPR dont vous avez certainement déjà entendu parler. C'est aussi le moment de développer des outils diagnostiques, en l'occurrence des biomarqueurs. C'est un exemple, l'identification de la créatine kinase qui est souvent élevée chez nos patients et dont la mesure permet donc de suivre l'évolution de la maladie. Enfin, c'est cette étape aussi qui va permettre l'accélération du développement thérapeutique grâce à la collaboration entre chercheurs et cliniciens dans des projets interdisciplinaires. Quelles sont les perspectives thérapeutiques pour les maladies neuromusculaires? Vous allez longuement entendre parler de tous ces aspects tout au long de la journée, mais j'ai choisi de vous montrer quelques exemples clés ici qui seront le support des réussites et des échecs. On a la thérapie génique et aussi la thérapie de Sodexo, la thérapie cellulaire et enfin des approches médicamenteuses. Concernant la thérapie génique, il s'agit ici d'apporter un gène défectueux ou manquant et donc d'assurer un traitement spécifique qui est censé durer sur le long terme. Donc, vous voyez ici, on peut apporter le gène médicament pour le sujet ou encore prélever des cellules du sujet, corriger le gène et les lui réinjecter.
Je vous donne ici quelques exemples de réussite dans le domaine de la thérapie génique. On a souvent utilisé depuis quelques années les vecteurs adéno-associés pour incorporer un gène médicament dans la maladie de Duchenne, dans la myotrophie spinale, dans la myopathie myotubulaire ou encore dans la dystrophie musculaire des ceintures. Et comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs essais qui sont en cours par rapport à la thérapie génique, dont certains qui ont déjà abouti à des autorisations. C'est le cas de Elvidis aux États-Unis, mais aussi en Suisse. Que savons-nous donc de la thérapie par Sodexo? Ici, il s'agit de modifier l'ARN messager d'un gène avant qu'il ne soit traduit en protéines. Et donc, ici, vous avez l'exemple, par exemple, de la maladie de Duchenne, où on a l'exon 51 qui est souvent problématique parce qu'on entraîne un codostop prématuré. Et donc, on va développer des oligonucléotides antisense qui iront bloquer cet exon et permettre de restaurer le cadre de lecture du gène et assurer la production d'une protéine fonctionnelle. Et pour cela, nous avons quelques essais qui sont aussi en cours, dont certains ont abouti à des autorisations déjà aux États-Unis, mais aussi pour quelques-uns aussi en Suisse. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la thérapie cellulaire? Ici, on va permettre, donc, on va apporter des cellules souches d'un donneur sain ou encore traiter les cellules du patient et les lui réinjecter. Cela favorise la plupart du temps la régénération du muscle et la production de force dans des modèles précliniques. Cela a été beaucoup testé. Et donc, ici, vous voyez, on a un donneur sain qui va donner des cellules souches qu'on va donc multiplier et après, on pourra les transplanter aux patients s'il y a compatibilité. Ou alors, on va prélever des cellules du patient qu'on va traiter et après, on pourra donc les amplifier, multiplier et les réinjecter aux patients. Malheureusement, on n'a pas encore de thérapie cellulaire accordée, en tout cas validée au niveau thérapeutique à ce jour, mais on a des essais qui sont en cours, dont je vous ai énuméré quelques-uns ici basés sur des cellules souches ou des cellules chimériques. Ce sont des cellules qui combinent une partie de cellules saines et une partie de cellules du patient pour pouvoir assurer une meilleure acceptation donc de l'implant. Nous avons aussi finalement quelques candidats médicaments qui ont eu du succès. On a le vamorolone, par exemple, qui a été accepté pour la maladie de Duchenne, y compris en Suisse. On a aussi le Givinostar, qui est aussi accepté, qui est un inhibiteur de l'histone déacétylase, qui est, par exemple, un facteur qui régule l'expression génique et dont on a montré des altérations dans la maladie. Et donc, cela permet de corriger donc les défauts d'expression génique. C'est aussi accepté en Suisse. En tout cas, vous entendrez certainement longuement parler de ces approches tout au long de la journée. Malheureusement, tout n'est pas toujours rose. Et pourquoi? Parce que on a parfois des difficultés grâce à cause de nos modèles précliniques qu'on utilise dans la recherche fondamentale et préclinique et qui conduisent donc à des défauts de transition vers le développement effectif de la thérapie. C'est pas que le problème des modèles. Parfois, on a aussi des effets qui ne sont pas prédictibles chez l'humain et qui donc surviennent au cours donc des essais cliniques. Par exemple, nous avons une complexité des maladies neuromusculaires avec des origines multifactorielles, variabilité génétique, progression parfois lente, qui font que c'est difficile de les modéliser dans les modèles précliniques animaux. On a aussi le problème de l'évaluation fonctionnelle. Nous utilisons par exemple des tests spécifiques chez les modèles animaux pour mesurer la force, alors qu'on a des références chez l'humain et parfois ces mesures n'ont pas les mêmes sensibilités et ne permettent pas de conclure effectivement aux mêmes variations lorsqu'il s'agit d'essais cliniques. Nous avons aussi le problème redoutable de la réponse immunitaire qui est aussi associé à des effets secondaires parfois non prédictibles chez les patients. Nous avons une variabilité entre animaux et humains d'une part, mais aussi une variabilité
interhumaines qui font que les deux associés, parfois, on peut avoir des effets secondaires non prédictibles. Nous avons évidemment la durée et coût des essais. Les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure, ça peut prendre des dizaines d'années et la preuve, c'est seulement maintenant qu'on commence à bénéficier de quelques réussites des développements thérapeutiques alors que la recherche a commencé par rapport à ces outils depuis bien longtemps. Et donc ça, c'est un élément fondamental et on appelle à davantage de dons et de soutien dans la recherche pour pouvoir efficacement avancer. Nous avons aussi le problème non moins important de l'éthique qui fait que nous sommes parfois confrontés à des difficultés de limitation d'utilisation des modèles animaux et dans le même temps, on a les modèles in vitro qui ne sont pas encore suffisamment importants ou efficaces pour remplacer ces animaux. Alors parfois, on est pris entre deux. Évidemment, tout ceci montre l'importance de poursuivre les recherches et de développer des modèles plus représentatifs et des méthodes alternatives pour améliorer la prédictivité des études précliniques. Je vous donne ici quelques exemples d'échecs malheureux. On a pour la myopathie de Duchenne, l'essai de l'Atalurène qui a été arrêté malheureusement par défaut d'amélioration significative de la fonction motrice. Nous avons aussi l'essai FG 3019 qui a été arrêté pour manque d'efficacité. Et nous avons surtout l'essai TAM-DMD qu'on a beaucoup médiatisé ces dernières années, qui malheureusement a été arrêté parce qu'on n'a pas pu donner la preuve de son efficacité dans la maladie de Duchenne. Pas que ça, il y a aussi pour la sclérose latérale amyotrophie, par exemple, un essai sur tirasemtiv qui a été arrêté parce qu'il n'y a pas d'amélioration de la force musculaire. Nous avons aussi dans l'atrophie musculaire spinale, un autre essai qui a été arrêté parce que là, on avait des effets secondaires graves. Vous voyez donc que ces exemples illustrent les défis qui sont les nôtres et qui font que les chercheurs dans le développement de traitements efficaces ont des limites. Mais même si je finis sur cette note un peu plus morose, il faut savoir que on a quand même des réussites qui sont à saluer, que je vous énumérais précédemment, et on a aussi d'autres alternatives. En l'occurrence ici, l'activité physique, je fais partie des sciences du sport et on n'en parle pas assez selon moi. L'activité physique reste un outil précieux pour les patients. On a montré, pendant longtemps, on a pensé que ça pourrait être délétère pour les patients souffrant de myopathie, mais de plus en plus, on collecte d'évidence pour montrer que, au contraire, une activité physique bien encadrée, bien conduite pourrait apporter un confort pour le patient et une amélioration de sa qualité de vie. Évidemment, ça ne va pas corriger un défaut génétique, mais les bienfaits associés à cela sont énormes, comme illustré sur le schéma que je vous ai présenté ici. Si éventuellement vous voulez savoir davantage sur l'effet de l'activité physique sur le corps, nous avons écrit récemment un livre de vulgarisation, donc destiné à vous, sur ces différents effets et différentes méthodes d'entraînement, mais surtout, un patient doit être pris en charge pour l'activité physique dans un cadre strict avec son médecin et avec une bonne régulation. Cette prise en charge doit être personnalisée, dimensionnée en fonction des capacités du patient. Alors, pour conclure mon propos, la recherche sur les maladies neuromusculaires nous a permis de beaucoup comprendre les causes de ces maladies et aussi de comprendre les mécanismes de plus en plus à l'origine de développement thérapeutique dont je vous ai montré quelques succès. Mais pour qu'elle soit efficace et qu'elle continue de l'être, elle doit respecter les étapes et les exigences de la méthodologie de recherche et elle doit associer une bonne collaboration entre chercheurs et cliniciens. Les modèles que nous utilisons actuellement au niveau préclinique constituent donc le socle des découvertes. Ces modèles bénéficient de nouvelles technologies de pointe. Ils peuvent être parfois limités, comme je vous l'indiquais, et on a donc besoin de continuer la recherche
pour pouvoir optimiser leur développement afin qu'ils soient de plus en plus et de mieux en mieux compatibles avec le succès du développement thérapeutique. Mais dans tout cela, l'activité physique reste un outil précieux pour nos patients et il faut aussi la considérer lorsqu'il s'agit d'approches thérapeutiques. Je vous remercie pour votre attention. Je serais ravie de prendre quelques questions si vous en avez. Et je remercie les organisateurs de cette journée noble pour nos patients. Et c'est avec plaisir que j'ai pu préparer cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr Zanou. Donc, effectivement, place aux questions. Oui, allô? Oui, bon. Jacques Rognon, Fondation Suisse de recherche sur les maladies neuromusculaires. Lors du dernier Téléthon en France, on a vu un jeune garçon qui était atteint de Duchenne et qui tout d'un coup a commencé à faire du football. J'entends, c'était une thérapie génique ou bien cellulaire qui lui a permis de faire ça? Alors, je n'ai pas suivi cet épisode parce que je n'étais pas là, mais si un garçon souffrant de la maladie de Duchenne commence par avoir une mobilité aussi efficace que vous montriez, c'est sûrement à cause d'une thérapie génique. Déjà, on n'a pas encore de thérapie cellulaire autorisée. Et les thérapies géniques, franchement, sont très prometteuses parce que ça règle le problème à son origine. Et à partir de ce moment, la cellule arrête de subir ces cycles donc de dégénérescence, régénération et la fonction musculaire améliorée. Il y avait une question ici. Oui, je voulais poser la question. Un des défis, je pense, c'est que beaucoup d'essais cliniques sont faits pour les maladies neuromusculaires sur des enfants, souvent. Dans quelle mesure, après, ça peut être, on va dire, étendu à des situations d'adultes, ou est-ce que, de toute façon, il faudra refaire des études sur les adultes pour vraiment valider? Absolument. Donc, les accords qui sont donnés, souvent, sont donnés par tranche d'âge, en fonction des études qui sont menées, parce que les réalités, les contextes ne sont pas les mêmes. Et donc, on donne, par exemple, on fait des accords, par exemple, dans des tranches de 4 à 5 ans, parfois de 5 à 9 ans, en fonction des données de recherche. Et donc, par catégorie, il faut des évidences. On ne peut pas extrapoler l'autorisation chez les enfants à une autorisation humaine, sauf si, parfois, il y a des risques de décès imminents et il y a des exceptions qui sont faites pour raccourcir le temps de collecte d'évidence avant l'implémentation thérapeutique. Mais ça reste du domaine de nos autorités de régulation. Oui. Voilà. N'ayant pas vraiment de réponse de la médecine depuis que Pamela était enfant, je me suis intéressée beaucoup à la généalogie et je voulais savoir s'il y avait des études qui étaient pratiquées pour voir s'il y avait des similitudes dans les familles par rapport à des conflits qui auraient pu se passer dans la généalogie et qui pourraient nous montrer qu'il y a une amélioration peut-être à apporter dans cette direction-là pour venir à l'origine de la génétique. Vous parlez de conflits de quel ordre? Des conflits de l'ordre de choses qui auraient pu se passer, qui auraient engendré une réponse de peur finalement qui apporterait un blocage des cellules pour créer du muscle, etc. Alors, sauf erreur, je ne suis pas au courant de blocage psychologique ou choc traumatique qui amènerait au développement de ces pathologies. Ça peut amplifier, mais la plupart du temps, on a une cause bien déterminée, soit génétique, soit auto-immune. Et là, peut-être, oui, le stress va jouer un rôle, ou bien, enfin, un contexte conflictuel peut jouer un rôle pour déclencher
une maladie auto-immune latente, comme on dit, qui était un peu en train de dormir, on va dire. Mais sinon, la plupart du temps, on a une cause spécifique par rapport aux maladies, sauf chez l'adulte, surtout en l'occurrence quand vous parlez d'enfants, hein, je veux dire, sauf chez l'adulte pour les myopathies acquises où soudainement, de façon sporadique, on peut avoir le développement de quelque chose qui n'était pas prédictible. Mais là encore, quand on va regarder le contexte médicamenteux, le stress de la vie, les autres maladies qu'on appelle les comorbidités, on arrive à trouver une raison rationnelle pour le développement de ces maladies. Donc, du coup, je ne sais pas trop s'il y a des études qui s'intéressent à ces conflits familiaux qui pourraient être à l'origine de... Je ne suis pas au courant. Ok, merci. Je voulais juste témoigner parce que je fais de l'activité physique depuis 12 ans et ça m'aide vraiment beaucoup. Super. J'ai moins de douleurs. Je l'ai vécu avec le Covid parce que j'ai plus pu faire. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup plus de douleurs. Et il y a des mouvements que j'arrive mieux à faire aussi. Oh, Alors, c'est vraiment super. ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Vous êtes un témoignage vivant et vous devriez venir lorsqu'on parle d'activité physique pour supporter nos propos. C'est un tas concret. Volontiers. Oui, je le ferai. Si jamais je fais ça à Max Air Center, c'est un coach adapté, un APA Activité qui physique, fait oui, tout à et fait. qui va ouvrir bientôt une salle à Yverdon, si jamais je fais un peu de pub. Avec plaisir, je discuterai avec vous tout à l'heure. Ça m'intéresse beaucoup. Merci.